Sylvie Matelli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Merci de m'y accueillir. Vous êtes donc directrice adjointe de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et vous êtes spécialiste des questions économiques. Vous avez publié récemment Argent sale, à qui profite le crime, co-rédigé avec Carole Gomez et publié donc chez Erol. Sylvie Matelli, donc merci d'avoir accepté cet entretien pour parler de l'étude Persan, performance des sanctions internationales, et ensemble aller un peu plus loin. C'est une étude qui a été soutenue par le CSFRS, que vous avez dirigée, qui est finalisée depuis 2017 et qui est disponible à la fois sur le site Géostratégia et sur le site de l'IRIS. Oui, tout à fait. C'est une étude qui était assez novatrice pour des travaux en français et francophone sur ces questions des sanctions, alors même que le sujet des sanctions est un sujet particulièrement d'actualité. Alors, ce projet Persan visait donc à établir une évaluation des sanctions internationales, non plus uniquement à partir de leur simple efficacité, mais à partir de leur performance. Alors, vous êtes inspiré peut-être du triangle de performance qui est utilisé en contrôle de gestion, notamment pour les entreprises, voire les administrations. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur les points clés de cette étude et peut-être sur ce concept de performance qui a été choisi en fait pour renouveler l'approche des sanctions internationales? Tout à fait. Le départ de l'étude, c'est cette intuition finalement autour d'un débat sur l'efficacité qui divise, un débat qui est parfois extrêmement virulent entre des économistes et des chercheurs américains, les uns pensant que les sanctions sont très efficaces, c'est Pape et toute son école, à Chicago, si mes souvenirs sont bons, un autre à Washington, Neufbauer, pensant au contraire que les sanctions sont contre-productives et ne servent à rien. Donc nous avons réfléchi, partant de ce débat, en nous disant au fond, est-ce que l'efficacité des sanctions, qui était définie à l'époque comme la capacité des sanctions à faire plier un gouvernement que l'on sanctionne parce qu'il ne respecte pas un certain nombre de règles, que ce soit des règles internationales ou des règles qui affectent une nation directement. Donc on a, en cherchant un mot, un vocable alternatif, nous avons pensé performance des sanctions, et puis ensuite il s'agit de réfléchir qu'est-ce qu'on met sous cette performance. Et comme vous l'avez dit très justement, nous sommes allés chercher, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand on veut renouveler des concepts et réfléchir sur des questions stratégiques ou de performance, nous sommes allés chercher du côté du management, et nous avons trouvé ce triangle de la performance qui s'intitule comme ça en management et qui est particulièrement adapté au cas des sanctions, nous a-t-il semblé, puisqu'il définit la performance des sanctions autour de 3 axes: la pertinence, l'efficacité, l'efficience. Avec l'idée que la pertinence, c'est l'intérêt d'imposer des sanctions à un moment donné dans un endroit donné. Or, dans le cadre de nos recherches initiales, nous nous étions rendus compte que la mondialisation, parce qu'elle crée des interdépendances d'une part, mais aussi parce qu'elle crée des canaux alternatifs aux sanctions, permettait, facilitait le contournement des sanctions. Donc ce contexte était particulièrement important et il pouvait poser question sur la pertinence ou pas des sanctions à un moment donné sur un territoire donné. La question de l'efficacité des sanctions que nous avons retranscrit par rapport à ce qui existait, c'est la capacité des sanctions à faire plier un gouvernement à un moment donné. Et puis la question de l'efficience, qui est un aspect qui était assez mal pris en compte dans l'évaluation des sanctions, c'est l'impact que peuvent avoir les sanctions sur vous-même au fond. Parce qu'à un moment donné, quand vous sanctionnez, sauf à appliquer une extraterritorialité, mais vous sanctionnez aussi vos entreprises dans les affaires qu'elles pouvaient faire avec le pays sanctionné, donc vous vous pénalisez tout seul. Et on a estimé que pour évaluer la performance des sanctions, il fallait croiser ces 3 aspects, réfléchir à ces 3 aspects, ce qui présente le mérite d'intégrer beaucoup plus de facteurs de performance des sanctions dans l'évaluation de la sanction, et ce qui permet également de prendre en compte les différents niveaux sur lesquels la sanction peut être évaluée. D'accord. Et donc alors, au terme de cette étude donc, qui débutait par cette première redéfinition finalement de ce qu'était la performance réelle de la sanction, vous avez évidemment établi une typologie de l'ensemble des sanctions possibles. Vous avez aussi étudié l'ensemble des cas de sanctions internationales. Et alors, quelle tendance globale vous semble-t-il nécessaire de souligner autour de cette notion de performance des sanctions internationales ?
Alors, sur la typologie, nous n'avons rien inventé. Nous avons juste fait une recension de tout ce qui existait comme sanctions, et puis nous avons listé et créé cette typologie des sanctions, depuis la sanction financière jusqu'aux sanctions sportives ou diplomatiques, en passant par les sanctions économiques, et en regardant tous les impacts. Nous avons aussi intégré ce qu'on appelle les smart sanctions, ou les sanctions ciblées, pour véritablement faire un panorama assez large de tout ce qui existe en matière de sanctions. Et force est de constater qu'effectivement, le panel des sanctions est extrêmement divers et variés, avec une difficulté assez logique de cette exhaustivité des sanctions, c'est la difficulté à en évaluer la performance et à en évaluer les résultats. Donc ça, c'est un premier aspect. La difficulté à laquelle nous nous sommes également confrontés dans cette étude et qui répond à la question que vous venez de me poser, c'est l'évolutivité de ces politiques de sanctions partout dans le monde depuis le début des années 90, mais particulièrement depuis le milieu des années 2000 également, avec une actualité très forte des sanctions. Donc en fait, au fur et à mesure que nous avions l'impression de comprendre ce monde des sanctions et cette performance des sanctions, se passaient de nouveaux événements qui faisaient qu'il fallait encore amplifier nos recherches et continuer à réfléchir sur le sujet. Ce qu'il en ressort malgré tout à l'issue de cette étude, c'est qu'on est très clairement dans une sanction d'abord qui vient répondre, surtout à partir de 2008 et l'arrivée de Barack Obama, président des États-Unis, on est sur une sanction qui vient éviter la guerre, à la différence qu'étaient les sanctions au départ, où on imposait des sanctions pour préparer la guerre et pour affaiblir l'adversaire. On est très clairement aujourd'hui dans une politique de sanctions qui a pour enjeu d'éviter le conflit, d'éviter l'intervention extérieure ou l'opération extérieure. Donc ça, c'est un premier élément. On est également dans une évolution des sanctions où il y a un constat que la sanction en tant que telle n'est efficace que si une stratégie de sortie est également envisagée. Et de ce point de vue-là, les États-Unis, et c'est peut-être le troisième enseignement de cette étude, les États-Unis ont véritablement compris bien avant les autres l'enjeu de cette politique, sanctions et incitation, punition et incitation, et l'instrumentalise très nettement avec un durcissement des sanctions au début de la présidence, lors du premier mandat de Barack Obama, et puis un assouplissement quasi systématique et sur tous les régimes des sanctions dans le deuxième mandat. Et on pourrait se demander, quand on voit ce qui est en train de se passer avec le président Trump, si on n'est pas dans la même logique, avec un renforcement des sanctions en début de période, pour peut-être se donner des marges de manœuvre pour assouplir ensuite. Donc ça, c'est un autre enseignement de cette étude. Et puis, l'enseignement également très important, c'est qu'au fond, la sanction dans un monde global perd en efficacité puisqu'il y a possibilité de la contourner et surtout perd aussi en légitimité puisque une sanction, quand elle est unilatérale, peut questionner. Et on s'aperçoit que, paradoxalement, ce type de sanction tend à se développer, c'est-à-dire l'ONU applique des sanctions multilatérales mais qui sont transposées, alors évidemment essentiellement par des grandes puissances, parce que pour appliquer des sanctions économiques, il faut avoir du poids économique, il faut occuper une place centrale dans l'économie mondiale. Donc les sanctions américaines et européennes ont un volet, ont une dimension unilatérale ou régionale qui questionne de plus en plus et qui questionne d'autant plus, dans le cas de l'Union européenne en tout cas, qu'on est peut-être dans un affaiblissement des puissances occidentales au niveau global et dans la mondialisation face aux puissances émergentes et que cet instrument sera de plus en plus difficile à imposer. Alors ces tendances que vous évoquez, et notamment le fait que les sanctions, leur performance s'érode au fur et à mesure du temps, et donc il faut réfléchir à la sortie de crise, un peu comme d'ailleurs pour une crise militaire, je dirais. Est-ce que les sanctions internationales en cours, on pense notamment à l'Iran, à la Corée du Nord ou encore à la Russie, est-ce qu'elles illustrent ces tendances? Et puis je dirais, est-ce que finalement cette érosion de la performance des sanctions, ne risquerait-elle pas finalement, paradoxalement, de donner du crédit au recours à la force? Oui, tout à fait. C'est clairement le risque, c'est que la sanction est là en alternative au conflit et en alternative à l'intervention militaire. Simplement, penser
que les sanctions finissent par fonctionner dans la durée est probablement une mauvaise analyse en réalité. Certains vous diront regardez l'apartheid et regardez les sanctions qui étaient imposées à l'Afrique du Sud, ça a fini par fonctionner. On vous parlera également de l'Iran et de l'accord sur le nucléaire qui a été obtenu en 2015 en vous expliquant que ça a fini par fonctionner. En réalité, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres facteurs qui sont venus interférer dans le processus de décision politique des pays sanctionnés et qui ont conduit à assouplir ces pays-là et à les faire entrer dans le rang, probablement beaucoup plus que les sanctions. Donc la question de la sanction, c'est une question qui doit être traitée de manière stratégique, avec à la fois une détermination des objectifs, pourquoi on sanctionne, ce qui est assez rarement le cas. On sait pourquoi on sanctionne, mais on réagit souvent un peu vite, sans avoir une stratégie dans la durée, c'est-à-dire pourquoi on sanctionne et pourquoi à un moment donné, on va assouplir les sanctions. Quelles sont les conditions qui vont nous conduire à assouplir les sanctions, voire peut-être à les renforcer après si l'accord n'est pas lu. Peut-être pour terminer, aborder le cas d'un acteur de ces sanctions internationales que votre étude met en exergue, les opinions publiques. Finalement, pour reprendre une citation célèbre, on pourrait dire qu'elles viennent concurrencer le monopole légitime des États à sanctionner. Alors, comment se manifeste finalement cette contestation par les opinions publiques du rôle des États en matière de sanctions internationales ? Oui, tout à fait. Les opinions publiques sont un acteur de plus en plus important de ces sanctions internationales. Alors peut-être deux aspects. D'abord une difficulté pour les décideurs publics dans l'instauration des sanctions et puis ensuite les enseignements que l'on peut tirer de cette montée en puissance des opinions publiques. Alors pour les décideurs politique, la montée en puissance des opinions publiques est une réelle difficulté parce qu'ils se retrouvent pris en porte-à-faux entre des opinions publiques qui veulent absolument qu'on ne laisse plus faire un certain nombre de choses et un certain nombre d'États violer les droits de l'homme par exemple, d'où les interventions extérieures, d'où les sanctions également. Et puis ce sont des opinions publiques très versatiles qui très rapidement vont être alertées des effets, des dommages collatéraux d'une intervention comme de sanctions et qui vont se soulever pour critiquer ces sanctions-là. Donc on est très clairement dans une difficulté des décideurs publics parce que lorsqu'ils imposent des sanctions, ils pensent le faire de manière légitime entre guillemets et ils se retrouvent très souvent critiqués et à juste titre d'ailleurs pour les effets que peuvent avoir ces sanctions. D'où l'intérêt aussi de réfléchir à la pertinence et à la légitimité de ces sanctions dans un monde global et d'autant plus que cette montée en puissance des opinions publiques traduit également un deuxième phénomène que l'on observe sur tout un ensemble de sujets qui conduit au poids de plus en plus fort d'ailleurs des ONG, des organisations non gouvernementales et en particulier des ONG de plaidoyer. On est face à une opinion publique, face à une société civile qui aujourd'hui s'exprime sur tous les sujets. Elle s'exprime sur tous les sujets parce qu'elle est de mieux en mieux informée, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui lui permettent de communiquer de plus en plus et de se fédérer autour de questions à un moment donné. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et alors cette montée des opinions publiques, cette montée en puissance des sociétés civiles est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie, puisqu'elle traduit finalement une globalisation de la société civile vers ce que nous qualifierions, nous, pays occidentaux, plus de démocratie, mais très clairement, c'est une difficulté à prendre en compte sur un certain nombre de dossiers, puisqu'elle peut, encore une fois, limiter la performance d'un certain nombre de sanctions qui ont été prises. Alors, justement, cette montée en puissance des opinions publiques et le risque qu'elle puisse limiter la performance des sanctions, ça c'est vu du côté du sanctionneur, mais vu du côté du sanctionné, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation des opinions publiques, notamment des opinions publiques occidentales, au profit de leurs propres intérêts, donc des intérêts du régime en place ou des intérêts donc, des pays ciblés plus largement par les sanctions internationales? Tout à fait. L'instrumentalisation des opinions publiques par les leaders politiques sanctionnés, c'est quelque chose qui a toujours existé.
ce qui conduit à la faible efficacité des sanctions économiques. C'est qu'on impose des sanctions pour faire plier un gouvernement à un moment donné parce qu'il a violé le droit international, parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, et puis on s'aperçoit au final que, avec l'espoir d'ailleurs que les opinions publiques vont profiter de ces sanctions et de cet affaiblissement du régime pour se soulever et renverser cet état-là. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est totalement l'inverse, c'est que les opinions publiques dans le pays sanctionné sont choquées qu'on puisse les sanctionner, sont également directement affectées par les sanctions, et donc se soulèvent, mais pas contre le décideur public du pays, mais plutôt contre les pays qui sanctionnent. Donc cette instrumentalisation, elle a toujours existé, elle est clairement renforcée par le contexte actuel d'opinion, de société civile globalisée, mais également les réseaux sociaux qui permettent des échanges d'informations et qui, au-delà de l'opinion publique dans le seul pays sanctionné, permet aussi de soulever les opinions publiques dans d'autres pays, dont les pays sanctionneurs, autour des effets que peuvent avoir les sanctions sur le terrain auprès des populations civiles. Donc on est très clairement dans cette logique-là. Alors après, il est très difficile de considérer que le pays sanctionné instrumentalise à un moment donné l'opinion publique dans les autres pays, qu'il y a des liens finalement entre les informations qui sont transmises sur les réseaux sociaux à l'extérieur du pays. Pour nous n'avons pas pu observer directement et prouver que ce type de phénomène existait, même si encore une fois il est tout à fait possible et il a probablement déjà existé. C'est très difficile à mettre en évidence en réalité. Sylvie Matelli, merci pour cet entretien et pour les éclairages que vous avez bien voulu nous apporter sur les sanctions internationales et sur leurs performances. Merci à vous pour l'invitation.